Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau Facebook Live de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège, avec aujourd'hui un débat et un thème qui est de plus en plus clivant en fait dans notre région liégeoise, c'est celui de l'avenir de notre aéroport. Pour en parler aujourd'hui, deux invités. Laurent Jossard, qui est le directeur général de Liège Airport, la société qui gère notre aéroport. Bonjour Monsieur Jossard. Bonsoir. Et votre micro. Et à côté de moi, ou en face de lui en tout cas, c'est Cédric Leterme qui, lui, est le porte-parole d'un collectif, Stop Alibaba & Co, qui regroupe des dizaines d'associations qui, elles, sont opposées à l'extension et au développement de l'aéroport. Bonjour Monsieur Leterme. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors ce débat va durer en trentaine de minutes, 40, et ensuite nous répondrons aux questions que vous nous avez déjà posées par mail, mais aussi dès maintenant. Vous pouvez également le faire sur notre page Facebook. Ce sera donc en fin d'émission. On va écouter les arguments des uns et des autres, on va les confronter, et bien sûr, ce sera à chaque internaute à se faire sa propre conclusion. On va démarrer directement alors par la question d'actualité, donc qui est pour le moment pendante. C'est Liège Airport qui a demandé un renouvellement de son permis d'exploiter pour les 20 prochaines années. Et vous avez demandé, Monsieur Jossard, à ce que les mouvements des avions soient quasi doublés par rapport à l'ancien permis, de 40 000 à 70 000 mouvements par an. C'est ce que vous avez demandé. Pourquoi ? Alors, nous n'avons pas demandé un doublement des volumes. Donc, le renouvellement de permis, c'est un acte administratif qui est applicable à toute société. Il fait que notre permis venait à expiration donc début 2023. Et il y a quelques mois, en décembre 2020, le conseil d'administration de l'aéroport a présenté et approuvé un plan d'affaires à 20 ans qui prévoyait un doublement de ses activités et une grosse augmentation des volumes de tonnage cargo et une grosse augmentation du nombre de vols. Et donc, dans le cadre du renouvellement de permis, nous avons souhaité être transparents et effectuer une étude d'incidence qui tient compte du développement pendant les 20 premières années, les 20 prochaines années. Mais donc, nous n'avons pas demandé de facto un doublement des volumes. Nous avons simplement expliqué que nos intentions étaient de continuer à croître de manière assez rapide pour doubler les volumes dans 20 ans. Voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes opposé, vous, à cette demande ? En fait, ça me paraît assez délirant de devoir encore l'expliquer, mais bon, ici on sort d'un sommet sur le climat, la COP27, qui a encore été une occasion manquée, mais en tout cas une occasion au moins de réentendre à quel point l'urgence de la situation est aiguë. Le GIEC nous sort rapport sur rapport en nous expliquant qu'il est plus que temps d'agir. Il est même déjà trop tard en fait pour éviter toute une série de conséquences catastrophique du réchauffement climatique. Et donc, en gros, on nous dit qu'on a 3 ans pour plafonner les émissions mondiales de gaz à effet de serre et qu'on a d'ici 2030 pour diminuer de moitié ces émissions, si on veut espérer avoir une chance sur 2 d'être en dessous des 1,5 degré de réchauffement, ce qui est déjà une aggravation considérable par rapport à la situation actuelle. 1,5 degré, c'est déjà une situation catastrophique, on est déjà quasiment assuré de dépasser, mais on a 10 ans, donc les 8 prochaines années, elles vont être cruciales si on veut essayer de respecter cette cible-là qui est déjà un peu pas suffisante. Et face à ça, l'aéroport nous dit, nous, en fait, on se dédouane de ça, on va doubler notre nombre de vols. Donc, on va continuer. Non seulement on ne va pas contribuer à réduire le problème, on va continuer à l'aggraver considérablement. Donc ça nous paraît, c'est totalement en décalage par rapport aux enjeux actuels. Voilà, c'est des enjeux très généraux que vous venez évidemment de citer là, mais on va rentrer évidemment dans le détail. Toujours sur ce permis de renouvellement. La région wallonne, l'administration, vous a permis en fait vous a donné un nouveau permis pour 50 000 mouvements par an, et vous estimez que ce n'est pas assez. Vous avez été en recours contre cette décision. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Donc le permis qui nous a été accordé fin août de cette année-ci, prévoyait 2 limitations pour lesquelles nous avons été en recours. La première, c'est que le permis prévoit grosso modo une fermeture progressive de la nuit, qui était un petit peu le cheval de bataille de l'aéroport et sur lequel il a créé son succès. Et nous ne contestons pas le fait qu'il faut effectivement faire un effort pour réduire les nuisances sonores, mais la réduction de la nuit est beaucoup trop rapide par rapport à l'évolution technologique du secteur. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, le plafonnement des mouvements ne correspond pas à nos ambitions de croissance. Et on mêle également dans les mouvements les gros avions, les petits avions. Et donc, pour nous, c'est quelque part mêler des pommes et des poires. Et donc, nous avons également été en recours contre le plafonnement de la croissance de l'aéroport.
50 000 mouvements, c'est 20 000 de moins que ce qu'ils ont demandé, mais c'est quand même 10 000 de plus. Vous êtes satisfait, vous, de cette décision de l'administration wallonne ? Non, évidemment, puisque effectivement, comme vous dites, ça consacre quand même le principe d'une possible augmentation du nombre de vols, alors que l'aéroport, d'ores et déjà, pollue beaucoup trop. Je veux dire, à l'heure actuelle, en 2021, les gaz à effet de serre qui sont liés à tout le kérosène qui a été acheminé à l'aéroport, ça correspond environ à 1/5 de tout le parc automobile wallon. C'est considérable, quoi. L'augmentation des activités de l'aéroport, les dernières années, elle a annulé plusieurs fois la totalité des efforts de réduction réalisés à l'échelle de la Wallonie. Pour un seul instrument économique. Je veux dire, donc c'est délirant. On est déjà dans quelque chose qui est beaucoup trop élevé et on nous propose d'aller encore au-delà. Et donc effectivement, il y a la limitation des 50 000, elle ne s'adresse pas à tous les avions, elle s'adresse à certains avions au-delà de 34, en gros au-delà de 34 tonnes et au-delà de 19 passagers. Et donc ça correspond à l'heure actuelle environ à 38 000 mouvements. Donc on nous propose d'aller encore 30% au-delà d'une situation qui d'ores et déjà est radicalement incompatible avec les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, effectivement, ça ne me paraît pas suffisant du tout, quoi. Quelle est la suite en fait de ce dossier ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vous l'avez, votre permis, ou pas ? Est-ce que je peux peut-être répondre un peu aux arguments, ou on va répondre aux arguments. Plus tard ? On va rentrer, oui, c'est ça, oui, dans le vif du sujet. Pour chaque argument, on va pouvoir parler. Mais continuons sur ce dossier. Oui. Quelle est la question, pardon ? Donc, voilà, où en est ce dossier ? Est-ce que vous avez votre permis ou qui doit décider maintenant ? Alors, nous avons reçu donc le permis. Donc, le permis est effectif et il a, je dirais, effacé le permis existant. Donc, il est en cours. Donc, le permis, c'est un pavé de 245 pages. Donc, on se fixe sur la limitation des mouvements et sur la réduction progressive de la nuit, mais il y a également beaucoup d'injonctions et de réglementations à respecter au niveau de l'air, au niveau de l'eau, au niveau de la qualité des sols, etc., pour lesquels nous n'avons pas été en recours. Donc, je tiens quand même à le souligner. Et donc, des fonctionnaires, qu'on appelle les fonctionnaires techniques et délégués, instruisent le permis pendant 70 jours, et avec probablement une rallonge de 30 jours. Et ils vont faire des recommandations au gouvernement wallon. Et donc, aux alentours du 15 janvier, les fonctionnaires vont faire leurs recommandations et le gouvernement wallon aura un mois pour se prononcer, donc aux alentours du 15 février, et aura l'occasion grosso modo, de réécrire le permis au départ d'une page blanche. Et donc, on peut imaginer plusieurs scénarios. Soit le permis, je dirais, est amélioré aux yeux de l'opérateur de l'aéroport, donc les Gerport, soit le permis est gardé en l'état, ou soit le permis est encore plus restrictif. Donc, tous les champs du possible sont ouverts. Donc, on en est quelque part encore nulle part. Tout à fait. Et alors, justement, on pensait que ça allait être en fin octobre. Je pensais moi-même que ça allait être en décembre. On nous parle maintenant de février. Vous avez organisé déjà une manifestation le 25 septembre qui a réuni 1 millier de manifestants, ou plus, un peu plus, en tout cas, au Guillemin. Est-ce que vous allez encore organiser des actions, vous, par rapport à ce nouveau permis ? Oui, donc on va continuer effectivement à essayer de se faire entendre, alors principalement à l'adresse du gouvernement wallon, parce qu'effectivement, comme le dit M. Jossard, c'est eux qui auront le dernier mot là-dessus, et on sait très bien que c'est un enjeu qui est éminemment politique et que l'aéroport de Liège est un instrument majeur de l'économie wallonne. Donc c'est l'autorité wallonne qui, in fine, va décider de son avenir. On sait que la majorité actuelle, c'est PS et Maire Écolo. On connaît plus ou moins la position des colos qui sont relativement critiques par rapport à l'aéroport. On connaît la position du MR qui est relativement favorable. Enfin, c'est pas relativement, ils sont plus que favorables à son développement. Nous, ce qu'on attend, c'est un positionnement un peu plus clair de la part du PS, qui joue un peu les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il laisse le MR et Écolo s'écharper sur cet enjeu-là. Eux se positionnent pas trop, mais se prétendent dorénavant comme touchés par la grâce éco-socialiste. C'est le nouveau cheval de bataille. Monsieur Magnette se déclare contre le e-commerce, mais derrière, ils soutiennent bec et ongle le développement de l'aéroport parce que c'est aussi un projet qui historiquement est lié au PS, en particulier au PS liégeois. Donc nous, on va essayer de mettre en avant aussi ce positionnement-là du PS, qu'ils essaient de clarifier leur position et que le gouvernement wallon se prononce aussi par rapport à ses engagements climatiques et par rapport à sa cohérence sur les déclarations qu'ils font de vouloir lutter contre le réchauffement climatique et de continuer de soutenir cet instrument-là, y compris financièrement. Voilà, c'est un dossier éminemment politique, mais nous n'avons pas de politique ici présent, donc on va leur laisser cette balle dans leur camp. Mais donc, en fait, clairement, l'enjeu de tout ce que l'on est en train de dire, il peut aussi se résumer entre deux pôles importants, qui est en fait l'argument principal de Liège Airport, qui dit qu'on crée beaucoup d'emplois dans la région et il faut que ce soit des emplois durables, dites-vous. Donc on va passer en revue un peu maintenant tous ces éléments. Alors, une étude de l'université a objectivé le fait qu'il y avait 10 000 emplois occupés sur le site de l'aéroport. Et dites-vous, lorsque vous avez été en recours contre votre nouveau permis, vous nous avez dit que
l'aéroport risquait de perdre 5 000 emplois si jamais on n'accédait pas à vos demandes. Alors, d'où vient ce chiffre et comment vous pouvez l'expliquer ? Très bien. Alors, tout d'abord, je voudrais réinsister sur la fameuse étude sur l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de contempteurs, détracteurs de l'aéroport qui disent qu'elle n'est pas fondée. Et donc, en 2020, en 2021, donc, nous avons demandé une étude sur l'emploi à l'ULG, son département de géographie économique, qui a fait une étude sur base des entreprises qui sont établies sur le site. Donc, on en compte 143. Elle a regardé les déclarations NSS, elle a regardé les dépôts aux comptes annuels. Et en mai 2022, on a reçu une étude sur base de l'année 2021 qui consacre 10 000 emplois. Donc il y a 5 000 emplois directs. On a les emplois qui sont nommés entreprise par entreprise, qui sont également nommés, je dirais, par ville, donc de manière très très précise. Et ils ont également, avec différentes bases méthodologiques, estimé le nombre d'emplois indirects, induits et catalytiques. On va les qualifier d'indirects à 5 000. Et donc, pour moi, il y a une base objective de 10 000 emplois. On ne peut pas vraiment faire le procès de l'ULG d'être tout à fait pro-aéroport. On voit d'ailleurs dans leurs publications qu'ils sont relativement critiques par rapport au développement, en tout cas de temps en temps. Et donc, je pense qu'ils ont une base relativement prudente quant à la quantification des emplois. Et pourquoi si vous demandez à des sources qui sont plutôt aéroportuaires, mais qui sont peut-être un peu le lobby contraire, on a tendance à considérer qu'il y a un emploi direct et 3 emplois indirects. Donc on pense que ce sont des bases qui sont relativement, je dirais, prudentes. Alors, en fait, l'impact du permis et la fermeture de nuit, elle va avoir un impact direct sur un expressiste qui est très connu à l'aéroport, dont je ne peux pas citer le nom parce qu'on ne cite pas le nom de ses clients, en tout cas dans mon métier. Et cet expressiste, il a comme ses concurrents, UPS ou DHL, il a des opérations uniquement de nuit. C'est l'essence même du métier d'expressiste. Il regroupe grosso modo les colis, les lettres, en fin d'après-midi, ils les mettent dans des centres de tri, je dirais, le soir. Ils les amènent à Liège par camion, par avion. Tout ça est trié, puis ça repart tôt le matin. Si la nuit se ferme à Liège, et pour eux, la nuit pourrait se fermer à très très court terme, en 2026-2027, de facto, cet acteur va quitter l'aéroport. Et cet acteur, si vous regardez simplement les emplois de cet acteur expressiste et également de ses fournisseurs directs, compagnie aérienne, centre de maintenance, vous avez 2000 emplois directs. 2000 emplois directs et 2000 emplois indirects, ça fait déjà 4000 emplois. C'est relativement binaire. Si le permis est consacré dans l'état actuel, eh bien, cet acteur va quitter, il va aller ailleurs en Europe. Il ne va pas partir à Outsipoul les mains de pied, il a besoin d'une deuxième base en Europe. Et nous avons également tâté le pouls des autres acteurs de l'aéroport, des autres compagnies aériennes qui sont contactés aujourd'hui par des aéroports concurrents, un peu dans notre jardin, en Belgique, en France, en Hollande ou en Allemagne. Et nous estimons que nous devrions également avoir une délocalisation d'un ou deux acteurs qui devraient perdre environ 500 emplois directs et 500 emplois indirects. Et donc, c'est simplement une quantification sur base de discussions avec les acteurs. Et je dirais que ce n'est pas une crainte. Pour 4000 emplois, c'est vraiment binaire. Et dans le même temps, vous ne pourriez pas accueillir de nouveaux, puisque Liège Airport a accueilli beaucoup de nouveaux opérateurs. Oui, alors bien entendu, le pire n'est jamais certain, mais 4000 emplois, je dirais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas combler. On pourra probablement attirer peut-être à l'avenir d'autres acteurs, mais il faut savoir que dans le monde du cargo, à part les intégrateurs, les expressistes, la plupart des compagnies aériennes ont besoin d'un volet de nuit de 20 à 30%. La nuit se ferme vite à Liège et donc on peut penser qu'on va perdre beaucoup de notre attractivité. Et donc ça sera plus difficile d'attirer d'autres compagnies aériennes. Voilà, 10 000 emplois, c'est l'argument un peu massu de l'aéroport et de beaucoup d'hommes politiques. Mais vous contestez en fait ce chiffre de 10 000 emplois ? Alors, ce n'est pas qu'on conteste le chiffre, on dit que déjà, il y a une façon de le présenter qui est un peu trompeuse. Il a apporté la nuance immédiate de dire qu'il y a effectivement 4-5 000 emplois directs qui ont été mesurés par l'étude de l'ULG, qu'on n'a jamais pu voir, ceci dit. Alors, personne ne met en cause la probité de l'ULG, simplement, c'est un peu... On se méfie quand même un petit peu d'une étude qui a été commanditée par ceux qui ont intérêt à avoir un certain résultat, et par ailleurs, elle n'est pas rendue publique. Donc on ne peut pas regarder la méthodologie, on ne peut effectivement pas vérifier comment ils ont fonctionné. Donc ça, c'est un premier problème par rapport à ça qui suscite un peu de méfiance. Donc on dit attention, prenons ces chiffres-là quand même avec des pincettes, puisqu'on ne sait pas vérifier ce qu'il y a derrière. Voilà. Après, en regardant les chiffres qui sont communiqués, on nous dit effectivement c'est 4 ou 5 000 emplois directs, et c'est le double d'emplois indirects. Donc on arrive à 10
directs et indirects. Et comme vous l'avez dit, les emplois indirects, on ne sait pas les mesurer. C'est-à-dire qu'on les estime sur base de coefficients qu'on accorde sur base des emplois directs, que ça, effectivement, on peut compter, on peut aller sur les sites et dire, voilà, ça, c'est les emplois directs. Donc, généralement, quand on calcule le bilan d'emploi, par exemple, pour estimer si les aides à l'emploi sont efficaces, ce qu'on regarde, c'est les emplois directs, ce n'est pas les emplois indirects, parce qu'on ne sait pas les mesurer. Donc, nous, on est plutôt sur le principe de dire, il y a effectivement 4 000 ou 5 000 emplois indirects, ça dépend en plus si on compte en équivalent temps plein, le chiffre est un peu inférieur. Donc, c'est beaucoup, on est d'accord, mais ce n'est pas 10 000 emplois directs sur le site. Hein, parfois, on entend dire, ouais, il y a 10 000 travailleurs sur le site qui seront pénalisés ici. Non, c'est faux. Il a bien fait la distinction. Voilà, donc on n'est pas sur cet ordre de grandeur-là de 10 000 qui est régulièrement repris par la presse. Alors, c'est beaucoup, on est bien d'accord. Après, la question, c'est de savoir quel a été le coût de ces emplois-là. C'est-à-dire la région Wallonne a massivement investi dans l'aéroport pour développer l'infrastructure, pour compenser les riverains. Hein, on a 600 millions d'euros environ. On nous propose maintenant d'aller encore avec 600 millions supplémentaires pour le master plan Horizon 2040. Alors, ce n'est pas toute la région Wallonne qui va prendre ça en charge, mais enfin, il y aura de nouveau énormément d'argent public investi là-dedans. C'est un aéroport qui fonctionne avec énormément de subsides annuels. Est-ce que tout ça vaut le nombre d'emplois qui sont créés? Nous, c'est simplement ça qu'on demande. Est-ce que ce calcul-là a été fait une fois? C'est-à-dire de dire quel a été le coût public, quel continue d'être le coût public, quels sont les emplois qui sont détruits ensuite dans le tissu économique local. C'est un de vos gros arguments, notamment. C'est un de nos gros arguments avec l'essor du e-commerce qui, à l'heure actuelle, tire beaucoup le développement des activités de l'aéroport. Il y a des études en France qui sont sorties, alors qui sont aussi basées sur des coefficients, des estimations, etc. Donc je reconnais aussi qu'il y a des limites sur ces études-là, mais qui disent pour chaque emploi créé dans le e-commerce, il y en a 2 voire 3 qui sont détruits dans le tissu économique local. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'objectiver au moins? Nous, c'est ce qu'on demande. On ne prétend pas avoir la solution là-dessus. On n'a pas de bureau d'études à nous, donc on n'est pas capable d'objectiver ça. Mais on entend des arguments qui méritent au moins l'attention et de dire, avant de continuer à développer ça, en sachant le coût environnemental que ça a, est-ce que même économiquement, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est autant la réussite qu'on nous présente et qu'on nous met en avant? Il y a un coût énorme à ça. Et voilà, nous, on aimerait juste objectiver ça avant de continuer de dire que c'est énormément d'emplois et que c'est une réussite. Maintenant, ce tissu de commerce local, il est détruit un peu partout. Hein, donc, et nous, en l'occurrence, ici à Liège, nous pouvons récupérer une partie de cette perte dans le commerce local grâce notamment à l'aéroport. Vous êtes d'accord avec cette remarque? Ben non, parce que c'est continuer d'ignorer en fait le coût environnemental de ces emplois. Alors, moi, je dis, premièrement, j'ai pas l'impression que, ou en tout cas, on aimerait être sûr que même économiquement, c'est une bonne idée. Mais de toute façon, quand bien même ce serait une réussite flamboyante d'un point de vue économique, il y a une contrainte écologique à laquelle on peut plus échapper. Il est plus le temps en fait de réfléchir en termes de OK, on va se permettre un petit peu d'environnement, mais sans trop nuire à l'économie. On n'est plus là-dedans. Il y a des limites planétaires qu'on est en train d'exploser allègrement. Si on va avoir une chance d'avoir encore une planète vivable, c'est de ça qu'il s'agit, il faut partir de ces limites-là et voir ce qu'on peut se permettre à l'intérieur de ces limites. Et monsieur, vous avez reconnu vous-même dans une interview récemment que les solutions technologiques au niveau de l'aviation, ce n'était pas avant 20 à 30 ans qu'elles allaient arriver. Or, ici, on a 10 ans pour agir. Donc, vous nous dites concrètement, ce que je propose de faire va continuer à aggraver le problème, alors qu'en fait, on a 10 ans pour le réduire. Et donc, si l'aéroport continue de faire ça, c'est les autres secteurs qui vont devoir prendre en charge les réductions, sachant que tous ces secteurs-là ont du mal et que les arguments qu'on entend ici sur l'emploi, sur ça va trop vite, etc., on les entend dans tous les autres secteurs polluants. Le lobby pétrolier dit la même chose, c'est énormément d'emplois, on ne va pas s'en sortir. Le charbon, c'est pareil. Donc, à un moment, il va falloir accepter qu'il faut sortir progressivement de ces industries-là. Et le plus tôt on va le faire, le mieux on pourra anticiper, adapter et limiter les effets, notamment pour les travailleurs. Voilà, donc ça c'est votre principal argument, c'est l'emploi. Par contre, leur argument, il est important également, et de plus en plus, il y a une conscientisation de la population là-dessus. Le premier, en tout cas, il était déjà depuis longtemps, c'est le problème du bruit à Liège Airport. Hein. Donc beaucoup de riverains se plaignent d'être réveillés pendant la nuit ou pendant l'été, et ils disent que l'aéroport de Liège accepte en fait tout et n'importe quoi, disent-ils. Donc des avions très bruyants, alors que des tas d'autres aéroports en Europe, et voire tout près d'ici, ne les acceptent plus. Vous comprenez cette critique et comment avez-vous déjà réagi par rapport à ça? Alors, je comprends tout à fait les critiques puisqu'on l'entend et quand on rencontre en fait des riverains, donc c'est quelque chose, une antienne qui revient récemment. Les bourgmestres également défendent, je dirais, le ressortissant et donc ce sont des choses que l'on entend donc très régulièrement. Donc il y a plusieurs choses à dire. Donc la première chose, c'est que Liège s'est construit comme aéroport de nuit. Grâce à TNT qui est devenu FedEx, il y a encore 3-4 ans, 70% des vols étaient des vols de nuit.
En 2022, on va passer en dessous de 50% et en 2023, en dessous de 40%. Donc on est passé d'un aéroport de nuit à un aéroport de jour, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est vraiment une mue qui est importante. Et donc ça veut dire que l'aéroport ne vise plus son développement sur la nuit, mais principalement sur le jour. Mais il y a cependant un nombre de vols de nuit qui est indispensable pour maintenir la compétitivité de l'aéroport. Au niveau de la nuit, la région wallonne donc, a proposé depuis un peu moins de 20 ans des mesures d'accompagnement. Elle a racheté des maisons, elle a insonorisé. C'est une des politiques, ou la politique probablement la plus ambitieuse et la plus généreuse en Europe. Et donc je pense que quelque part, elle était conséquente et elle a accompagné le développement de l'aéroport. Quand vous allez dans d'autres pays comme au Luxembourg ou dans d'autres villes comme Bruxelles, pour retenir ce que les pouvoirs publics ont investi dans le rachat ou la sonorisation des maisons, il y a un chiffre magique, il est très facile à retenir, c'est 0 €. Donc là, la région, je pense qu'elle a fait donc un exercice qui est relativement... Elle a fait le job, mais visiblement, il n'est pas suffisant. Elle a fait le job, mais peut-être il n'est pas suffisant. Et effectivement, il y a une évolution dans l'acceptation également des nuisances. On voit ça également, je dirais, dans d'autres débats donc de société. Mais donc, il est un fait qu'il y a des nuisances aujourd'hui, mais je pense que, encore une fois, la région est exemplaire par rapport à ce qu'elle a fait. Par rapport aux vols bruyants, aux avions qui sont plus bruyants que d'autres. Alors, tout d'abord, en Europe, il y a, je dirais, une acceptabilité technique, à savoir que quand un avion est accepté dans un pays européen, il est accepté dans les autres. Et donc, on ne peut pas avoir en Belgique des avions qui ne sont pas acceptés dans d'autres pays européens. Et donc, il y a parfois des accidents dans certains aéroports, pas particulièrement à Liège par rapport à d'autres, mais en tout cas, quand il se passe un accident en Europe, c'est pas parce qu'il y a des avions qui sont peu sûrs dans un aéroport par rapport à d'autres, c'est le même passeport européen ou c'est les mêmes normes, donc clairement. Maintenant, il est vrai qu'à l'aéroport de Liège, il n'y a pas de restrictions au niveau du bruit et que dans beaucoup d'aéroports européens, il y a des restrictions. Mais il faut également voir les choses au niveau un petit peu concurrentiel. Quand vous êtes un grand aéroport comme Francfort, comme Paris ou comme Amsterdam, que vous avez 50 à 70 millions de passagers et que vous avez également beaucoup de cargo, vous pouvez vous permettre de mettre les barres relativement haut. L'aéroport de Liège a fait son succès en étant un outsider, en grosso modo se différenciant des autres, en ayant des possibilités d'opération qui étaient plus larges. Et donc de là, le peu de restrictions. Sans cela, il est probable que l'aéroport de Liège ne se serait jamais développé. Si l'aéroport n'avait pas été ouvert la nuit, TNT ne serait pas venu à Liège. Et donc il faut également reconnaître que l'aéroport de Liège, s'il veut continuer à avoir un succès, s'il veut continuer à exister, il ne doit pas être le moins 10 ans, certes, mais il doit offrir des avantages que d'autres ne peuvent pas offrir. Et ne pas reconnaître ça, c'est faire preuve, je dirais, un peu de myopie économique. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas ça du côté de Stop Alibaba & Co ? Ah bon, on le reconnaît, mais on pense que c'est un problème. Je veux dire, ça vient d'être dit très clairement. Le choix, ça a été fait. Alors vous dites c'est pas le moins 10 ans. Ben si, concrètement, c'est le moins 10 ans. On a choisi d'être la poubelle sonore de l'Europe et de miser là-dessus comme avantage comparatif. Alors, à la rigueur, ça aurait pu se justifier au début. Maintenant, ça fait 30 ans que c'est le cas. Il serait peut-être temps de monter un petit peu en gamme si c'est ça un peu le business plan. Et encore une fois, moi, je ne m'inscris pas non plus dans la logique qui veut que ce soit forcément une bonne idée de développer cet instrument-là. Mais apparemment, c'est là-dessus qu'on a misé. Alors vous dites on va diminuer, on va fermer la nuit à Liège. On ne va pas du tout fermer la nuit. Ils imposent une restriction du volume de bruit sur base de cette année-ci. Et apparemment, d'après ce que le CLAP raconte, c'est le comité de riverains, il y a 1 ou 2 modèles d'avions gros porteurs qui génèrent une extraordinaire majorité des nuisances. Si on diminue ceux-là ou si on remplace ceux-là par des nouveaux, vous êtes dans le bon sur l'essentiel de la cible qui est imposée. Donc on ne dit pas qu'on va fermer la nuit. Et par ailleurs, ils ne vont pas aller ailleurs. En tout cas, ils ne vont pas aller ailleurs dans les mêmes conditions qu'ici, puisque vous l'avez dit vous-même, on est les seuls à encore proposer ce type de conditions avec aussi peu de restrictions. Donc moi, je ne vois pas très bien où est le problème sur cette question du bruit. Alors vous dites la région, elle est exemplaire. C'est quand même assez incroyable parce qu'elle est exemplaire, mais avec notre argent, quoi. Oui, les riverains, ils sont indemnisés avec leurs propres impôts. Donc on se retrouve, nous, collectivités, à payer la compensation d'activités d'opérateurs privés qui, eux, en profitent et qui viennent ici se faire plaisir sur effectivement un moins 10 ans réglementaire. Donc c'est quand même un peu paradoxal de nous vanter la générosité de la région qui, en fait, fonctionne avec notre argent, qui pourrait être investi, selon nous, dans d'autres activités qui n'ont pas des conséquences aussi catastrophiques en termes de santé publique.
sur les avions qui sont trop bruyants, qui sont interdits, notamment bientôt Maastricht, qui est tout près, qui n'est pas un gros aéroport non plus, a préconisé aussi le fait de ne plus accepter des gros 747 fort bruyants. Vous demanderiez ça aussi à Liège Airport, je suppose? Alors nous, ça nous paraît un minimum, effectivement. Quand on regarde les plaintes, la très grosse majorité, elles viennent des 747 en gros, qui génèrent je ne sais pas combien la grosse majorité des nuisances, quoi, surtout la nuit. Donc ça, c'est un minimum si on veut respecter un peu le confort des gens, et c'est quelque chose qui peut être fait relativement facilement. Alors après, l'enjeu du bruit, pour moi, il est fondamental, parce que ça montre un peu l'irrespect qu'il y a pour les questions de santé publique, etc. Mais il y aurait uniquement des vols de jour, la question des nuisances, elle serait toujours bien présente, puisque les avions, la journée, ça dérange aussi, pas de la même façon, mais ça dérange aussi. Et par ailleurs, il y aurait zéro bruit à l'aéroport, on serait toujours face à une incompatibilité environnementale complète, quoi. Donc la question du bruit, elle est fondamentale, et c'est un des gros points sur lesquels, effectivement, les citoyens de Liège en particulier se mobilisent à juste titre, mais ça n'est qu'une partie du problème, quoi. Exact. Une autre partie, c'est également le trafic routier, puisque qui dit avion, on dit évidemment camions qui viennent chercher ces marchandises ou les amener. Votre prédécesseur, à un moment donné, avait dit que ça générerait presque 2000 camions en plus sur nos routes. Donc on sait déjà que le réseau routier, autoroutier est saturé. Liège Airport a proposé une solution avec la région wallonne, mais qui tarde à venir sans doute. C'est celle d'une nouvelle liaison autoroutière qui partirait de Liège Airport pour rejoindre la E40 sans passer par l'échangeur de Lonsin. C'est la solution que vous préconisez aussi pour le trafic routier, autoroutier? Alors, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, hein. On constate qu'au niveau des poids lourds, la mobilité, je dirais, générée par l'aéroport, quand on le regarde à la loupe, et c'est pas moi qui le dis, c'est une dernière étude qui a été menée par la SPOE, l'aéroport n'est pas vraiment le point de difficulté. Pourquoi ? Parce que les poids lourds dans un aéroport, ils roulent H24, et donc il y a une espèce de répartition tout au long de la journée. Il y a par contre pas mal de poids lourds qui prennent la tangente entre Flémal et entre Crisnay, qui coupent par les petits villages pour éviter de payer en leur devance. Donc ça, c'est clairement un problème, mais ce n'est pas nécessairement lié à l'aéroport. Je pense qu'on est un petit peu victime à Liège d'une localisation exceptionnelle aux portes en fait, de la Hollande, de l'Allemagne, pas très loin du Luxembourg et de la France et en direction de Bruxelles. Et avec l'échangeur de Lonsin, il y a des dizaines de milliers de poids lourds qui traversent dans tous les sens et qui ne sont pas nécessairement liés au niveau de l'aéroport. Cependant, au niveau de l'aéroport, on n'est pas resté les bras croisés. On a fait ce qu'on appelle un ring. On a fait une route qui circule tout autour de l'aéroport, qu'on a inauguré en mai ou en juin. On est en train de travailler également sur des échangeurs pour faciliter la fluidité du trafic. On est en train de travailler également sur des reconnaissances des plaques et une signalétique pour les poids lourds pour accélérer la fluidité, tout cela avec le SPOE. Et une des mesures est effectivement un lien entre l'aéroport et l'échangeur en fait, de Crisnay. Cette solution est au point mort pour le moment, mais c'est effectivement une des solutions qui ont été préconisées, mais ce n'est pas la solution miracle. Il y a plein de petites choses à faire pour améliorer les choses. C'est ce qu'on est en train de faire. En tout cas, on n'attend pas cette solution miracle. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est la solution miracle ou vous n'êtes pas d'accord avec cette solution-là non plus, je suppose? Non, vous vous en doutez que c'est pas spécialement ce pour le quoi je plaiderais. Effectivement, la mobilité, c'est un des autres gros problèmes aussi. Alors, il y a la question des camions, de fait. On annonçait, alors je crois que les chiffres ont été un peu surestimés par votre prédécesseur, mais il n'empêche qu'on est quand même sur des millions de camions supplémentaires. On a un projet WERT avec je ne sais plus combien de centaines de quais de déchargement qui sont prévus en plus. Donc oui, tous ces véhicules-là vont s'additionner au trafic existant et vont générer aussi leur lot de pollution, parce qu'il y a cet enjeu-là aussi. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du kérosène des avions, à juste titre, c'est la grosse conséquence environnementale de l'aéroport, mais tout le trafic autoroutier que génère l'activité de l'aéroport, ça a aussi un impact environnemental majeur. Il y a aussi la question des bureaux qui était prévue dans le master plan, qui était un des gros points noirs aussi soulignés dans les avis qui ont été recueillis, notamment auprès de la ville de Liège. On prévoit 300 000 m² de bureaux pour soi-disant attirer 12 000 travailleurs à l'aéroport, en bordure d'autoroute, sachant qu'il n'y a quasiment pas de transport en commun à l'heure actuelle. Et donc ça a été relevé par toute une série de personnes qui ont soumis des avis, dire mais en termes de mobilité, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas être possible. Et si la solution à ça, c'est de construire plus de routes,
C'est-à-dire à une époque où on dit stop au béton, il faut même revenir en arrière sur la bétonisation, revenir en arrière sur le trafic autoroutier, etc. Ça allait construire encore des routes supplémentaires en sachant que ça a un effet d'appel du trafic. Plus vous construisez des routes, plus le trafic vient. Et donc, in fine, vous pouvez faire une autoroute à 6 bandes, elle sera de toute façon saturée à moyen terme. Donc voilà, ça nous paraît de nouveau aller totalement à l'encontre des enjeux actuels et clairement pas la bonne solution, quoi. On a parlé du son, du bruit, du trafic routier, et vous avez parlé vous-même, vous l'avez évoqué, de la pollution en fait de l'environnement avec le kérosène. Et là, clairement, Liège Airport est quand même a une grosse empreinte écologique. Ah, ça a une grosse empreinte, oui, clairement. Alors, au niveau de l'activité des avions, on l'a dit, il y a le CO2. Alors, on sait de plus en plus que l'impact hors CO2 de l'aviation sur le réchauffement climatique, il est au moins le double de l'impact CO2, même s'il est plus difficile à évaluer précisément, hein. Mais donc, les émissions de gaz à effet de serre dont je vous ai parlé tantôt, qui annulent déjà la totalité des efforts de la Wallonie, c'est qu'une infime partie, et c'est probablement moins de la moitié des effets sur le réchauffement de l'aviation en règle générale. Il y a l'impact du trafic autoroutier, clairement, et il y a l'impact sur la qualité de l'air, c'est-à-dire pour les riverains, en termes de retombées, de particules ultrafines, etc. Alors là, l'agence wallonne pour le climat et la qualité de l'air a quand même mis un petit carton rouge en disant effectivement la façon dont est calculée, mesurée la qualité de l'air à l'heure actuelle, ça va pas du tout. C'est-à-dire que l'endroit où la station de mesure a été mise à l'aéroport, c'est face au vent dominant. Donc en fait, ils mesurent le vent frais. Je veux dire, ils mesurent pas la pollution qui est liée à l'activité de l'aéroport. Donc là, il y a eu une remarque pour changer ça et faire de meilleures mesures, notamment avec des stations itinérantes. Mais donc on sait, il y a des études qui l'ont prouvé sur d'autres aéroports, on sait que les alentours d'aéroports sont effectivement des endroits extrêmement pollués. Donc il y a aussi un coût. Je veux dire, déjà, il y a quelque chose de profondément inestimable, c'est-à-dire l'atteinte que ça a sur la santé des gens, pour un gain économique, je le disais, qui est en tout cas pas objectivé à l'heure actuelle de manière claire. Et par ailleurs, c'est un coût économique. Je veux dire, ces gens-là, il faut les soigner après, ils vont dans les hôpitaux, etc. Donc ça a un coût pour la collectivité, y compris économique, qui est de nouveau rarement pris en compte quand on fait le bilan global de est-ce que cet aéroport en vaut la peine, quoi. Cette pollution de l'air, est-ce que Liège Airport la comprend, je suppose, et la combat ? Alors, on ne partage pas du tout l'avis de la pollution de l'air. Il faut savoir qu'il y a la station effectivement qui a été mise effectivement de manière un peu bizarre, hein, je suis d'accord avec vous, mais il faut savoir qu'il y a quand même 30% de vol qui se fait dans l'autre sens parce que les vents dominants ont changé avec le temps et malgré cela, on ne constate aucune pollution. Il n'y a pas de pollution avérée donc, dans d'autres aéroports par ailleurs. Je signale qu'à l'aéroport de Liège, on avait un peu moins de 40 000 mouvements en 2021, 38 000 cargos et 1 000 passagers. Dans un aéroport comme Zaventem, vous avez 240 000 mouvements par an. Il n'y a pas vraiment de problème de pollution de l'air. Effectivement, dans le permis, il y a des recommandations qui ont été formulées qu'on va suivre à la lettre, bien entendu. Mais nous avons même décidé d'aller au-delà et de multiplier les stations de l'air à d'autres endroits de l'aéroport pour que ça soit un débat qui soit objectif. Je voudrais signaler également que la station actuelle a été décidée par l'ICEP. Alors c'est un acronyme qui est un peu compliqué, mais on va dire que c'est l'agence wallonne de l'air ou de la qualité de l'air. Et c'est également l'ICEP qui fait les relevés. Donc c'est tout à fait objectif. Et donc on doit effectivement multiplier les stations, mais je ne pense pas que ça soit en soi un problème. Donc on est très confiant par rapport à ça, que ça soit avec 40 000 mouvements ou avec 60 000 mouvements. On parle également des retombées d'hydrocarbures. Et pour moi, ça, c'est vraiment une légende urbaine. Vous ne trouvez pas un aéroport où il y a des retombées d'hydrocarbures. Dans l'étude d'incidence, donc dans le cadre de l'étude d'incidence, nous avons fait également des relevés à Liège. Des relevés ont été faits à Charleroi. On n'a trouvé aucune retombée d'hydrocarbures. On a également annoncé à toutes les communes via le comité d'accompagnement et les bourgmestres qu'on était preneurs si un riverain avait des retombées d'hydrocarbures, qu'ils prennent un échantillon et qu'on le fera analyser. Et on n'a toujours rien reçu. Donc pour moi, la qualité de l'air et les retombées d'hydrocarbures, je veux dire, je ne vois pas un problème qui est lié à l'aéroport. Je veux bien qu'on parle de CO2, je veux bien qu'on parle de nuisance sonore, mais là, je pense que, c'est une légende urbaine, la pollution de l'air. On n'a pas de souci avec ça. On n'a pas lu les mêmes études, du coup, mais donc on pourra éventuellement envoyer aux téléspectateurs, aux personnes qui suivent ou qui s'intéressent, les données sur ces études-là. Sur les particules fines et ultra fines, il y a des études qui montrent qu'effectivement, les alentours d'aéroports sont très pollués. Sur les retombées d'hydrocarbures, moi, à ce que j'ai compris, alors ça, c'est pas mon domaine de spécialisation, d'ailleurs, particules fines non plus. Je me contente de lire un peu ce qui se dit effectivement dans les milieux qui suivent ça et notamment les comités de riverains.
Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas des retombées permanentes. Par contre, quand il y a un problème avec les avions et qu'ils doivent revenir, ils doivent larguer leur fuel quelque part, quoi. Donc ce fuel-là, il est déversé alors souvent en mer du Nord, parfois ici au-dessus des Ardennes, etc. Donc oui, il y a du fuel qui est lâché, mais qui n'est pas lâché en continu. Et donc je pense que ce qui est une demande des riverains, là je me fais un peu porte-parole à leur place, s'ils étaient là, ils le diraient, c'est aussi d'avoir des mesures plus régulières qui permettent de tenir compte de ces moments-là où ça tombe, quoi. Mais donc pour moi, oui, évidemment, c'est un des problèmes aussi liés à l'activité aérienne, même si ce n'est pas la principale. En tout cas, le principal dommage environnemental, qui est très clairement la contribution au réchauffement climatique, il y a un problème d'influence sur la qualité de l'air. Voilà, on arrive à plus ou moins la moitié de ce débat. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent poser leurs questions ici sur notre page Facebook. Et avant de passer justement à ces questions, j'aimerais quand même bien, parce que vous êtes fort opposés évidemment, vous deux, et on le savait, sur cette question, mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments sur lesquels vous pourriez vous rejoindre, c'est-à-dire que les progrès technologiques, les nouveautés scientifiques que l'on essaye de nous présenter pourraient résoudre certaines situations. Est-ce que vous, par exemple, à Liège Airport, vous parlez d'hydrogène, je pense. Est-ce que c'est une solution d'avenir pour polluer moins, faire moins de bruit Alors, je vais répondre à votre question, mais après, je voudrais quand même dire un point important au niveau de la position de l'aéroport sur le CO2. Donc, oui, l'hydrogène, c'est une évolution, mais on parle des premiers avions à hydrogène en 2035. C'est encore une énergie qu'on maîtrise encore relativement peu. Et donc, je pense que les avions électriques ou les avions à hydrogène, pour les avions cargo, j'y crois pas trop, clairement pas à court terme. On croit par contre à l'évolution en fait, des moteurs, on croit à l'évolution des performances des avions, donc toutes les ailes en matériaux composites qui sont beaucoup plus légers, etc., et qui permettront de diminuer la consommation, qui vont améliorer les performances acoustiques, mais on va faire peut-être un tiers du chemin. La vérité viendra probablement de ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel. Donc ce sont des carburants qui ne sont pas sur base végétale parce que c'est contre-productif, mais qui seraient produits de manière, je dirais, synthétique. L'aérien s'est engagé à un net zéro carbone en 2050. C'est loin, effectivement. Mais en tout cas, il y a des engagements qui sont relativement fermes. Donc, il y aura des progrès technologiques, pas de l'hydrogène, pas de l'électricité, mais des moteurs et des ailes. Et il y aura, en tout cas, un travail sur ce qu'on appelle le SAF, qui est déjà en production aujourd'hui, mais qui est en production, qui représente 1% en fait des besoins. Donc, il y a un grand travail à faire. Mais par contre, je voudrais en fait illustrer un peu le propos. Donc, je comprends les propos sur le GIEC et les évolutions à faire, et tout à fait. Et en tant que citoyen, on ne peut pas l'ignorer. Et je dirais, à l'aéroport, on n'est pas des négationnistes à ce propos-là. Par contre, ce qui est vraiment important de noter, c'est qu'on appelle à quelque part une législation européenne en la matière et pas une législation régionale. Aujourd'hui, on a identifié les aéroports qui étaient concurrents à Sceaux de Liège et qui attiraient les compagnies aériennes si le permis devait rester en l'état. Et donc, on a identifié Ostende, Bruxelles, Francfort-Hahn en Allemagne, qui est l'équivalent de Charleroi pour Bruxelles. Il y a Leipzig, il y a Cologne, il y a Vatry, je dirais, en France, et il y a également Budapest, je dirais, en Hongrie. Leipzig, Francfort-Hahn et Vatry et Budapest n'ont pas de limitation la nuit, donc pourrait très bien, c'est un peu un copier-coller quelque part de Liège, et donc pourrait très bien attirer certaines des activités. Et donc mettre le permis en exécution tel qu'il est aurait comme conséquence simplement un déplacement des avions, une perte d'emploi très conséquente et un déplacement des avions. Et donc, je comprends qu'il y a un combat à mener. Je partage un petit peu peut-être l'objectif final, mais peut-être pas la manière donc d'y arriver. Mais je pense que ça se fait au niveau européen, au niveau du législateur. N'oubliez pas également que ceux qui utilisent les avions, c'est les passagers, ou c'est le consommateur, ou c'est éventuellement les industriels qui ont des avions basés à gauche et à droite et qui font voyager un petit peu leurs pièces détachées. Et donc, il faut peut-être travailler sur la demande. Ici, on a un aéroport qui accueille des compagnies aériennes. Si elles ne viennent pas à Liège, elles iront ailleurs, dans les aéroports qui sont riverains, et ça ne va pas changer le comportement. Ça, c'est un argument. Vous répondez sur cet argument-là, après on reviendra. Sur les trucs technologiques, oui, on reviendra après. Mais répondez d'abord à ceci. Okay. Si oui, sur cet argument-là, je le trouve incroyablement de mauvaise foi, en gros. C'est-à-dire que c'est un argument qu'on entend depuis 30 ans. Oui, mais il faut que ce soit au niveau mondial. Comprenez ? Alors nous, en attendant, on va continuer d'aggraver le problème, en attendant qu'il y ait une solution au niveau européen, mondial, etc., dont on sait qu'elle n'arrivera pas tant qu'il n'y aura pas, au contraire, des
paris un peu audacieux qui sont faits au niveau national, quoi. On le voit encore à l'heure actuelle, tout le monde se rejette la balle. C'est-à-dire non, on ne va pas le faire tant que vous ne le faites pas, non, on ne le fait pas non plus tant que vous ne le faites pas. Alors d'une part, ça me paraît être la raison principale qui fait que c'est un argument de mauvaise foi. Par ailleurs, il est pas fondé en fait, parce que ce qui ne va pas ici, je veux dire, la capacité aéroportuaire européenne mais mondiale, elle n'est pas illimitée. Je reprends alors ma précédente question, de savoir s'il n'y a pas à l'avenir un moyen technologique qui viendrait un peu... Ce serait merveilleux. Je veux dire, on serait tous très contents. Hein. Nous, on n'est pas en train de critiquer ça pour le plaisir. Alors évidemment, s'il y avait une solution technologique crédible, on serait ravis d'applaudir à deux mains. Sauf que c'est pas le cas. Ne serait-ce qu'en termes de timing. Comme j'ai dit tantôt, hein, toutes les solutions qui nous sont vendues effectivement par l'IATA à horizon 2050, elles seront pas prêtes dans les 20-30 ans. Or, on nous dit que dans les 10 ans, il faut réduire de moitié. Pour avoir une chance sur deux de limiter, enfin une chance sur deux, même si on fait ça, on n'est pas certain d'éviter la catastrophe absolue, quoi. Et là, le propos, c'est de dire, non, mais attendez, d'ici 20 ou 30 ans, après, on aura effectivement des choses qui vont être... C'est pas sérieux, quoi. Alors, je suis ravi de vous entendre dire que l'hydrogène, c'est pas une solution et que l'électrique aussi, parce que dans les projections de neutralité carbone de l'IATA, c'est inclus dedans. Alors, c'est pas la majorité, mais c'est inclus dedans. Si on enlève ça, ça veut dire qu'il va falloir faire encore plus du reste, c'est-à-dire effectivement améliorer l'efficience et par ailleurs les fameux SAF. Alors le problème des SAF, c'est que vous dites c'est pas d'origine naturelle. Ben si, malheureusement, ce qu'ils mettent dedans, c'est soit sur des déchets alimentaires, soit sur de la production agricole, c'est-à-dire de l'huile de palme ou des choses comme ça, où il faut déforester massivement pour faire pousser les plantes qui vont nous permettre d'avoir de l'agrocarburant, ou alors faire concurrence, c'est pareil aussi dans les deux cas, souvent c'est les deux, faire concurrence à de la production alimentaire, quoi, pour continuer d'entretenir une machine à livrer des marchandises, etc., à échelle internationale. C'est ça aussi un peu le problème. Il y a l'empreinte écologique de l'aéroport en tant que tel, mais il y a tout le système dans lequel il s'inscrit et qui le permet, quoi. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de relocaliser, de ralentir l'économie. Avec un aéroport qui fait du fret et qui va chercher des clients de plus en plus lointains, notamment la Chine pour le e-commerce, on est dans quelque chose de totalement opposé. C'est-à-dire qu'on contribue à encore accélérer et accroître les échanges internationaux à des échelles toujours plus lointaines pour se faire livrer des babioles d'e-commerce fabriquées en Chine. Donc le problème, c'est qu'on pourrait se faire livrer des babioles avec des avions à hydrogène, le problème resterait entier. C'est-à-dire qu'il faut arrêter à un moment donné de vouloir acheter tout et n'importe quoi à des échelles incroyables et commencer à réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on a besoin concrètement et qu'est-ce qu'on peut se permettre et répartir ça de la manière la plus juste et la plus intelligente possible, quoi. Pouvoir aller jusqu'à une décroissance alors économique. Ça me paraît, moi j'ai pas peur d'utiliser le mot, hein. Ça me paraît évident qu'en tout cas d'un point de vue matériel, il va falloir décroître notre empreinte. Alors à l'heure actuelle, on peut aller taper dans beaucoup de croissance matérielle qui bénéficie à une infime minorité, qui est responsable de l'extraordinaire majorité de la pollution. Donc si on va déjà réduire la part chez eux et redistribuer de manière beaucoup plus juste ce qui est produit et ce qu'on peut se permettre, on peut avoir à la fois une augmentation du niveau de vie de la grande majorité de la population et une diminution de l'empreinte. Avec aussi une perte d'emploi, évidemment, s'il y a une décroissance économique. Ah, pas forcément, non. On peut très bien, si vous diminuez le temps de travail par 2 avec maintien du salaire, vous touchez au profit, vous ne touchez pas aux emplois. Donc à un moment donné, il faut savoir qui on veut privilégier dans cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas pouvoir avoir croissance, profit, protection de l'environnement. Ça, c'est pas possible. Il va falloir choisir un des deux. Et là-dedans, l'emploi, il dépend in fine de la capacité à avoir une planète vivable. Et donc pour l'emploi, l'enjeu aussi, c'est de dire, dans le cadre du fonctionnement planétaire actuel, des limites de la planète, qu'est-ce qu'on peut se permettre comme type d'emploi et comment est-ce qu'on les répartit le plus justement possible. Parce qu'à l'heure actuelle, non seulement ça détruit la planète, mais en plus c'est grossièrement inégalitaire. Donc je veux dire, c'est perdant sur les deux tableaux et je pense que les travailleurs ont tout à gagner à anticiper dès maintenant une transition qui va leur permettre d'avoir à la fois des emplois qui ont du sens, qui sont rémunérateurs et qui ne sont pas destructeurs de l'environnement. Voilà, donc la partie débat pour le moment est achevée, mais maintenant elle va pouvoir se continuer avec vous deux par rapport aux questions qui auront été posées par nos internautes. Alors je vais directement démarrer par une question ici qui est adressée à M. Jossard. Donc vous soutenez que limiter le nouveau permis à 50 000 mouvements par an fera perdre la moitié de ces 10 000 emplois actuels, mais l'attractivité et les atouts de Liège ne va-t-il pas attirer d'autres opérateurs? N'est-ce pas là simplement un chantage à l'emploi afin de limiter les restrictions du nouveau permis? J'ai expliqué pourquoi une réduction progressive de la nuit fait perdre 5 000 emplois. Et effectivement, comme la nuit se ferme à un rythme de 5% par an sur une base 2023, qui est projectif, qu'on ne connaît pas encore par ailleurs, nous sommes convaincus que l'aéroport ne sera pas attractif parce que les compagnies aériennes n'auront pas assez, ne pourront pas effectuer assez de vols de nuit. On parle de 20 à 30%
pour leur permettre d'avoir un hub attractif à Liège. Et donc on pense que par rapport à d'autres aéroports, on va perdre une grosse partie de notre attrait tout simplement. Vous voulez peut-être répondre à ça? Non, c'était une question à Monsieur Josserre. J'en ai une autre ici sur mon petit papier, mais je vois qu'elle va sans doute apparaître à l'écran, de Monsieur Ulrich Winkler. Monsieur Josserre, toujours. FedEx a délocalisé une grosse partie de son activité vers l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris. Les vols de nuit, ils sont pourtant interdits concernant les avions bruyants et anciens, comme le 747. C'est pareil à Francfort, Zurich, Luxembourg et même bientôt à Maastricht. Pourquoi dès lors Liège Airport base-t-il son fonds de commerce sur des avions bruyants et anciens que personne ne veut plus? C'est une très bonne question. Donc effectivement, dans des grands aéroports comme Francfort, c'est fermé la nuit. Dans d'autres grands aéroports comme Paris, il y a des restrictions pour les avions fortement bruyants. Ce sont des aéroports qui ont une taille, mais incommensurable. Ce sont des géants. Nous, on est un petit acteur. Ce sont des grands pays avec un grand marché intérieur à l'import et à l'export. Ce sont également des aéroports qui, génèrent 90 à 95% de leurs profits sur leurs activités passagers qui sont très, très lucratives. Et donc, nous n'avons pas la possibilité de fermer la nuit, au rythme en tout cas imposé par le permis, parce que si c'est le cas, nous allons perdre nos atours. Et nous devons, en tant que petit aéroport dans un petit pays, nous différencier avec une attractivité qui passe par un bon service, une bonne localisation, mais également avec une ouverture de nuit, en tout cas raisonnable. Alors, juste pour préciser qu'on ne parle pas de fermer la nuit. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous continuez d'utiliser cette expression-là, de fermer la nuit. Ils ne vous demandent pas de fermer la nuit, ils demandent de diminuer le volume du bruit la nuit. Alors, et donc ça, en éliminant effectivement les avions les plus bruyants, il y a moyen de respecter cette contrainte-là. Donc FedEx a fortement réduit la voilure depuis fin mars. Donc en 2023, qui est la base du permis, on aura une activité FedEx réduite. On rentre dans une phase également de récession, donc on aura une pression à la baisse en fait de tout le cargo et de nos activités à l'aéroport de Liège. Donc on aura une base de travail relativement faible en 2023 et réduire de 5% par an. Après 10 ans, vous êtes à 50%. Ça veut dire fermer la nuit. C'est un synonyme quelque part. Donc de facto, on ne ferme pas la nuit, mais on va à un rythme tellement rapide que nos acteurs ne peuvent pas se projeter à l'avenir et considèrent que la nuit, on ne peut plus opérer à l'aéroport de Liège. Mais je vous concède que techniquement, la nuit reste toujours ouverte, mais pas de manière significative et suffisante pour conserver les acteurs. Un de nos clients intégrateurs nous a dit dans le blanc des yeux, si c'est comme ça, je suis désolé, mais ça ne marche plus pour moi. Je ne peux plus opérer mon business qui s'opère principalement de nuit. Voilà, une personne qui nous donne son nom, mais qui veut rester anonyme, donc si on a son nom, c'est bien. S'opposer, monsieur le terme, c'est bien et c'est louable, mais avez-vous un plan alternatif? Car ce sont des dizaines de milliers de familles qui dépendent directement ou indirectement de l'activité cargo de Liège Airport. Oui, alors d'une part, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on aimerait bien objectiver. Alors effectivement, il y a des milliers d'emplois, on n'est pas en train de nier cette réalité-là, et donc il y a des dizaines de milliers de familles qui effectivement dépendent directement ou indirectement de l'aéroport. Ce qu'on demande, c'est à quel coût? Quel coût pour la collectivité? Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là d'autre? On demande juste de pouvoir objectiver ça, ce qui n'a jamais été fait, et on subodore que ce coût, il est excessivement élevé. Donc, rien que sur une logique purement économique, est-ce qu'on pourrait objectiver ce coût et voir si on ne pourrait pas faire autre chose avec ces moyens-là? Par ailleurs, je répète, moi je ne suis pas ici en train de critiquer et de mettre en jeu des vies, effectivement, des emplois, etc. Et on sait que c'est excessivement important à l'heure actuelle. Il y a un chômage qui n'est pas négligeable. Donc on ne fait pas ça de gaieté de cœur. Si on ne se lève pas le matin en disant quel emploi est-ce qu'on va menacer aujourd'hui. Et par ailleurs, on ne demande pas à fermer l'aéroport du jour au lendemain. On n'est pas totalement idiot non plus. Donc ce qu'on demande, c'est un moratoire. C'est objectiver effectivement le coût. C'est objectiver quelles seraient les alternatives possibles. Et c'est de réfléchir a priori avec les travailleurs concernés sur comment est-ce qu'on pourrait reconvertir, sachant que si on se préoccupe, et c'est notre cas, on se préoccupe sincèrement de l'avenir de ces travailleurs-là. Quand on se préoccupe vraiment de l'avenir des travailleurs, on réfléchit avec eux à avoir des emplois qui sont pérennes, qui sont durables et qui sont de qualité pour eux. Or, les emplois dans l'aviation ne sont pas durables parce que le développement du secteur aérien est radicalement incompatible avec les limites planétaires, tout simplement. Donc, quelque part,
il y a un discours effectivement d'acteurs qui par ailleurs ne se soucient jamais d'emploi. Je veux dire, les multinationales, etc., qui aujourd'hui nous disent « Oh mon Dieu, vous allez menacer les emplois », c'est les mêmes qui restructurent à tire-larigot, qui délocalisent, etc. Et par contre, quand on met en question leur activité pour des raisons environnementales, tout d'un coup, elles se font les défenseurs de l'emploi. Je veux dire, ces gens se fichent comme de leur première chemise de l'emploi. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir continuer la croissance et le profit aussi longtemps que possible, parce qu'ils savent très bien que ce seront les derniers impactés par les conséquences. Donc nous, on se soucie vraiment de l'avenir de ces familles-là, et donc on dit qu'il faut dès maintenant anticiper le déclin inévitable de ce type d'activité, réfléchir avec vous pour sécuriser justement les revenus, réfléchir à des reconversions possibles sur base de vos compétences, etc. Mais on n'a pas toutes les solutions, quoi. Je veux dire, nous, ce qu'on dit simplement, c'est arrêtons de continuer d'aggraver un problème qui nous mène droit dans une catastrophe monstrueuse pour tout le monde, y compris pour ces travailleurs-là, et réfléchissons ensemble à ce qu'on peut faire d'autre avec les sommes colossales qui sont investis là-dedans. Parfait. Une autre question. Moi, j'ai Pierre Gillet ici, qui est une question à M. Jossard. Combien d'aéroports européens acceptent-ils encore sans restriction le fret de jour comme de nuit, et combien parmi ceux qui ont interdit les vols de nuit ont fait faillite ou sont en grande difficulté? Écoutez, donc vous avez... on a nommé 8 aéroports qui pouvaient potentiellement reprendre des clients de Légerport. Il n'y a pas un aéroport qui va reprendre tous les clients. Les clients vont s'émietter un petit peu à gauche et à droite. Et donc, des aéroports qui pourraient accueillir des vols de nuit, c'est ceux qui le font déjà aujourd'hui. Donc, vous avez Francfort-Hahn, qui est un peu le Charleroi de Francfort, qui est un peu le deuxième aéroport. Vous avez Vatry en France. Vous avez Leipzig, qui est à l'est de l'Allemagne. La question, est-ce que si ceux-là aussi doivent fermer sous forme de pression citoyenne, comme il l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un moment donné où il faudra bien se plier si tous les aéroports... Je ne connais pas le modèle économique de ces 4 aéroports-là. Je vous dis simplement que si le permis passe en l'état, notre gros opérateur expressiste va aller dans un de ces aéroports. Et puis après, ce qui se passera, se passera. En tout cas, on va pleurer 4000 emplois à Liège. Ce sera le constat. C'est assez binaire. Après, ce qui se passera dans les autres aéroports, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je comprends. Ce gros opérateur qui n'a pas attendu les restrictions pour délocaliser une grosse partie de ses activités, quoi. Donc, je veux dire, on est se plier en permanence à ce que ces opérateurs veulent, et donc c'est d'ailleurs bien la preuve qu'ils ne sont pas là pour l'emploi, qu'ils ne sont pas là pour pérenniser des emplois de qualité pour le tissu économique local. Donc continuer dans cette logique non seulement destructrice d'un point de vue environnemental, mais en plus en se rendant toujours dépendant d'acteurs multinationaux étrangers qui se fichent complètement de pérenniser des emplois ici. On a quand même une lourde histoire à Liège avec ça. Est-ce qu'on pourrait sortir de ce modèle-là et pas revivre une deuxième sidérurgie maintenant avec l'aéroport, quoi. Donc on pense que c'est encore plus une raison justement de réfléchir à faire autre chose le plus vite possible. Question de Romain Borreux. Comment peut-on envisager une extension de l'aéroport au nord alors qu'il est déjà à la frontière d'une zone de protection de captage d'eau de la Sille? Et comment les autorités aéroportuaires comptent-elles s'affranchir du risque de pollution majeure des galeries en hydrocarbures ou en tout autre produit chimique? Est-ce vrai ça? Alors effectivement, le développement de l'aéroport, si du moins le nouveau permis le permet, donc se ferait au nord. On a un plan de développement de l'aéroport, un master plan qui était, je dirais, qui est assez transparent, qui a été diffusé donc dans beaucoup d'assemblées. Tous les développements qui se font avec un respect strict de toutes les normes environnementales, et on est en contact permanent avec les SIL, avec l'AIDE, au niveau de ce qui est l'écoulement des eaux, le traitement des eaux usagées, domestiques ou industrielles. Également, au niveau d'hydrocarbures, on a des contraintes Céveso. Et donc, tout ça est tout à fait encadré. Je dirais, on applique en fait la législation wallonne, je dirais, au bout de la lettre. Donc, il n'y a absolument aucune inquiétude là-dessus. Okay. On a également des bassins d'orage ou des bassins de rétention où le permis, normalement, la législation wallonne recommande de pouvoir, grosso modo, faire face à des pluies décennales. On nous a imposé de faire face à des pluies toutes les 25 ans, donc des événements qui sont beaucoup moins fréquents mais qui sont beaucoup plus volumineux. Et donc tout ça est dimensionné en conséquence. Donc on est très, très attentif à ce genre de choses, bien entendu. Malheureusement, on arrive bientôt à la fin de cette émission déjà. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais je vais en prendre encore une dernière ici, de M. Sidi Abdallah Haïdara. Monsieur Le Terme, quelles sont les alternatives que vous allez proposer aux gens qui perdront leur emploi demain? N'êtes-vous pas un peu hypocrite? Tout ce que vous consommez ou vous avez en votre possession, pensez-vous qu'il est fabriqué de manière écologique?
Non, évidemment, et voilà, j'essaie au maximum de le faire, mais je pense que personne n'est en mesure aujourd'hui d'avoir un mode de consommation entièrement responsable, parce que précisément, on a délocalisé la plupart des productions, parce qu'on n'a plus d'industrie du textile ici en Europe. Alors pour acheter des produits européens, il faut déjà y aller. Et une des raisons qui fait qu'on a délocalisé et que c'est de plus en plus difficile de se fournir auprès de commerçants locaux, c'est précisément parce qu'on a construit les infrastructures qui permettent ça. Donc quelque part, culpabiliser les consommateurs parce qu'on a créé toutes les conditions qui font qu'ils n'ont plus d'autre choix ou pratiquement plus d'autre choix que de faire ça, ça me paraît un peu hypocrite pour le coup. Et de nouveau, je ne suis pas en train de gaieté de cœur d'aller critiquer des emplois, de mettre certainement pas de pointer le doigt sur les travailleurs qui prennent ce qu'ils ont à disposition. Et effectivement, c'est vrai qu'à l'aéroport de Liège, c'est un des rares endroits où on propose des emplois à des travailleurs dits peu qualifiés, même si j'aime pas le terme. Donc c'est très important et il s'agit vraiment pas de culpabiliser ces personnes-là. Mais quelque part, l'enjeu, c'est de dire il n'y a pas le choix. Je veux dire, les constats scientifiques sont là. Il va falloir sortir des énergies fossiles. Le secteur aéroportuaire, à moyen terme et même à long terme, n'a aucune proposition cohérente ou qui tienne un peu la route pour sortir des énergies fossiles. Donc, il va falloir sortir de ce type d'activité. Et voilà. Et alors, en termes effectivement de relocalisation, etc., c'est la même chose. On ne peut pas continuer à consommer comme on le fait maintenant, à faire circuler des marchandises aux échelles et à la vitesse qu'on le fait maintenant. On le sait, c'est écrit noir sur blanc. Alors, vous pouvez avoir un moine tibétain qui va venir vous le dire si vous trouvez ça moins hypocrite, mais vous dire la même chose que moi. Donc, voilà. Moi, je sais pas de gaieté de cœur de nouveau qu'on est là-dedans. C'est parce que on estime qu'il y a une urgence absolue et qu'on n'échappera pas à ce type de décision. Et donc, le plus tôt on les anticipe, le mieux on va pouvoir effectivement atténuer les problèmes et gérer ça en douceur. Mais si on se ramasse la catastrophe, et on est déjà trop tard, en fait, ça fait 30 ans qu'on dit il va falloir, faut prendre notre temps, c'est pas possible, on va pas aller trop vite, etc. Ça fait 30 ans qu'on entend ce discours-là, et voilà la situation où on est. Si on est vraiment au pied du mur, et si on continue d'attendre d'être en plein chaos pour opérer ces ajustements-là, là, ça va vraiment être très très douloureux, principalement pour les personnes les plus précarisées, les plus fragilisées. Voilà, bon, il y avait encore une dizaine de questions, mais ce n'est pas possible. Je veux juste clôturer ce débat en demandant si à chacun, si un des arguments évoqués par l'autre a quand même touché quelque part le cœur ou la raison de l'autre. Est-ce que, Monsieur Jossard, est-ce qu'un des arguments de Monsieur Le Terme vous a touché ? Non, je pense qu'on n'est pas là pour se convaincre l'un l'autre. Je crois qu'on a des positions assez arrêtées. Donc l'objectif pour nous, en tout cas dans notre communication, c'est de convaincre, je dirais, 80 ou 90% en fait de la population. Et on sait qu'il y a 10% qui sera opaque, je dirais, un peu à notre discours. Donc voilà, mais j'entends en tout cas... on est d'accord avec les objectifs, je dirais à terme, on n'est pas d'accord sur le rythme et la méthode. Mais en tout cas, on partage le même souci qui a été reflété récemment par le GIEC, mais d'une manière différente pour atteindre des objectifs. Et également, donc, on plaide une fois de plus pour avoir quelque part des règlements ou des normes ou des objectifs qui soient partagés, je dirais, au niveau de l'Europe et pas dans une région d'un pays européen. Est-ce qu'un argument de M. Jossard a touché M. Le Terme, oui ou non ? Non, je pense que la seule chose sur laquelle on va être d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord, effectivement. On peut s'arrêter là-dessus, mais non, voilà. Ok, ben voilà, en tout cas c'était, je pense, très instructif. Chacun a pu exposer ses arguments. On n'a pas convaincu l'autre, c'est bien normal, on s'en doutait. Et chacun d'entre vous, eh bien, forgerez votre propre opinion sur base de cette émission. Je voudrais vous dire qu'elle sera disponible évidemment sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube ad vitam aeternam, oserais-je dire. Je remercie ici Electrovox qui a fait la captation de cette soirée magnifiquement bien. Et je vous donne déjà rendez-vous pour notre prochain rendez-vous, c'est-à-dire notre invité du mois, c'est jeudi prochain, le 24 à 20h. Nous recevrons Luc Gillard, qui est le premier député de la province de Liège, qui viendra nous parler de l'avenir du palais provincial, de la nouvelle bibliothèque des Chiroux qui s'installe maintenant à Bavière, et plus généralement de l'avenir de la province. Voilà, merci à tous et bonne soirée à tous.